intéressant aussi là, c'est de voir qu'en réalité, les premiers esclaves, c'est eux en fait. C'est tous ces gens-là qui, pour plus de puissance, plus de pouvoir ou autre, sont en réalité sous la domination d'autres choses. Et donc c'est pour ça que, enfin voilà, faut pas être contre eux, on va dire, pas la guerre contre la chair et le sang. T'as ton micro hein, qui est à couper. Merci. Je dirais finalement que les documentaires parlent pour toi, si Pourquoi? je devais m'exprimer ainsi, parce que finalement, il y a tout dedans, les thèmes, et cetera. Il y a de Voilà, j'ai été, aussi touché par le témoignage de Laurent qu'on voit un petit peu dans le passage là, qui, d'ailleurs dit, une chose qui franchement qui tombe sous le sens, c'est que l'école c'est fait pour apprendre à lire, à écrire, à compter, et cetera. Parce que je voudrais que tu nous parles un peu de Laurent. D'ailleurs, je serais très intéressé de le recevoir dans une émission parce que c'est un ancien prisonnier, qui s'est repenti et qui intervient dans les écoles, et cetera. Et j'ai pas encore fait d'émission avec, le domaine pénitentiaire en quelque sorte, donc si tu veux bien nous le présenter. Bien sûr, mais après, c'est pour ça, c'est un peu toute l'autre partie du film qui explique un peu aussi comment vaincre ce monde, un peu, comment transcender cette guerre spirituelle et ne plus marcher par la chair, mais marcher par l'esprit. C'est un peu la base. Et d'ailleurs, c'est un peu juste pour introduire un peu sa vie qui se résume aussi un peu à ça, et aussi de toutes les personnes que tu as parlé, où on doit aussi faire preuve de mémoire ou autre en les remerciant de tout le travail qu'ils ont fait. C'est cette transcendance qu'ils ont pu faire, en fait, qu'ils ont eu face à la vie, en fait. Il y a une phrase de Jésus dans la Bible, pour moi, qui symbolise bien ça, en fait. C'est celui qui veut gagner sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc il y a un peu cette notion de transcendance, de ne plus avoir peur de la mort. Aujourd'hui, c'est vrai que la peur de la mort, c'est un fléau parce que ça nous pousse au confort, à la sécurité, C'est au plaisir ou autre. Et, ça nous et je pense que marcher par l'esprit, c'est un peu quand Jésus il passe voir Matthieu. Matthieu, en fait, à un moment donné, il quitte son poste de collecteur des impôts, mais à un moment donné, ça veut dire qu'il a à faire un choix. Il quitte son poste, il ne sait pas pourquoi il dit oui, et à ce moment-là, en fait, son poste, il n'y a plus personne. Donc, c'est-à-dire que pendant un certain temps, ça ne fonctionne plus. Et en fait, c'est à nous aussi de ne plus faire fonctionner ce système-là en ne pensant plus que non, mais c'est pas grave, si moi je suis là, il y en aura un autre, c'est pas grave. En fait, chaque personne qui retourne à Dieu, c'est une personne qui ne fait plus fonctionner ce monde et c'est important. Et c'est important. Et du coup, ben, Laurent, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, c'est quand même extraordinaire parce qu'en fait, il fait beaucoup la tournée pour partager en fait son chemin dans les écoles ou autres, où je trouve que c'est très dur parce qu'en fait, nos jeunes, les enfants, sont vraiment livrés à ce monde comme ça, dans les écoles ou autres. Et lui, en fait, il arrive, par ces interventions-là, à essayer de leur parler, à essayer de leur partager son chemin. Lui, il a un lourd chemin en plus par rapport à la santé. Il a eu le sida. Il a effectivement fait un passage en prison. Et il y a eu cette repentance, cette transcendance, cette transformation du cœur qui a fait que là, en fait, il ne fait que partager son message et c'est vraiment chouette, quoi, parce il le vit, il l'a vécu sur un moment qui a transformé son cœur et il le vit tous les jours maintenant du reste de sa vie pour le partager à ses jeunes, quoi. C'est surtout envers eux, en fait, qu'il ressent un peu cette mission-là. Aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de faire par rapport à l'éducation dans les écoles sexuelles, l'éducation sexuelle, moi, ça me semble un peu incohérent avec le développement psychosexuel naturel des enfants. Il y a des pédophiles qui m'ont expliqué qu'ils avaient juste été initiés. C'est-à-dire, on leur expliquait, il y a certains prédateurs qui essayaient d'avoir des relations avec eux et qui sentaient qu'il y avait une possibilité de consentement et ça les a vraiment impactés plus tard et
sont devenus pédophiles. C'est-à-dire, quand je dis pédophiles, ça veut dire qu'ils ont une attirance figée et fixée envers les enfants. Un petit peu à l'instar de certains témoignages, un témoignage que je vous ai envoyé. Ils ne choisissent pas leur orientation. Elle est, je vais dire, elle est construite par rapport à un contexte. Mais ce que je fais, moi, c'est de leur faire choisir l'abstinence et les encourager à la maintenir, les aider à évoluer vers une sexualité adulte. Je ne parle pas des addicts à la pédopornographie parce que la majorité ont une sexualité normale. La majorité ne vivent cette sexualité pédopornographique que dans un monde virtuel, qu'ils pensent virtuel, mais dans les groupes de parole, je leur explique qu'elle n'est pas virtuelle, que ce sont des vrais enfants. Comme c'est le cas aujourd'hui, avec les images et les témoignages d'enfants exploités, je peux vous dire que moi, ça a traversé mon armure en tant que militante, forgée, forte. Ben, ça m'a beaucoup affectée. Je croyais que mes blessures étaient refermées, mais depuis cette histoire de Epstein, quand je vois ces images, je suis bouleversée. Je suis bouleversée. Donc, c'est aussi ça que je propose pendant les groupes de parole. Je leur explique que ce ne sont pas des personnes virtuelles, ce sont des enfants réels qui sont exploités, abusés, violés, même si ça leur semble une relation consentante. Elle existe, mais elle est inconsciente, elle est insouciante, et c'est pour moi un viol. Qu'importe la nature de la relation. Je suis bouleversée, je suis ulcérée par ce qui s'est passé pendant des années sans qu'on fasse quelque chose. Je comprends maintenant pourquoi il y a tant de contenu sur la toile, sur le web. Maintenant, j'ai compris. Oui, je partage votre sidération, je vous avoue que moi aussi, Ouais, ces dernières semaines, c'était vraiment compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire comment dire? ouais. J'ai plusieurs questions qui viennent. Déjà, est-ce que vous-même, vous avez rencontré des enfants issus de ces réseaux qui ont pu témoigner? Non, j'ai été sollicitée par des familles dont l'enfant, la fillette ou le garçon, était victime de rencontres directes avec des prédateurs sur le net, mais pas l'auteur. J'ai rencontré des familles et des victimes de ce chantage ou de ces relations des criminels sur Internet. Donc, il y a d'abord le contact via les jeux et puis après, la possibilité de rencontrer l'enfant parce qu'un enfant, il reste toujours vulnérable. Quelle que soit la prévention qu'on peut leur donner, la prévention vient de l'auteur et non pas des enfants. Les enfants, ils sont informés, mais ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Et Internet a détruit beaucoup de gens à partir de leur enfance et à partir de leur adolescence. Ça me fait du bien d'entendre ce que vous dites parce que un conflit intérieur, parfois je me dis, j'invoque l'argument moral. C'est immoral pour les gens de voter sur quelque chose pour lequel ils n'ont pas eux-mêmes le pouvoir. Si moi, j'ai pas le pouvoir d'aller confisquer les richesses de quelqu'un, c'est pas parce qu'il y a 51% des gens qui disent qu'il faut le faire que ça a une quelconque légitimité. Cet amalgame entre la démocratie et le suffrage universel. Et donc, si je vote, c'est que j'accepte le jeu, j'accepte la question, j'accepte donc le résultat. Alors que si je vote pas, je suis objecteur de conscience. Je dis les autres, vous êtes responsables de ce qu'ils font, c'est immoral. Cette coercition-là, je suis contre et je refuse de participer à cette question. Je ne joue pas votre jeu. Et donc il y a ce conflit entre la démarche individuelle, morale, de l'objecteur de conscience, et puis l'utilitarisme collectif finalement. Et vous avez tout à fait raison de dire que si on vote pas, de facto, on renonce
a un droit, et puis on renforce le pouvoir du camp qui profite de l'apathie. Donc ça, c'est une question qui sera qui m'intéresse beaucoup et au sujet de laquelle je serais intéressé de discuter avec vous ultérieurement. Mais entre-temps, j'entends votre appel. C'est clair que pour ces échéances-là, l'argument utilitariste sur le fait que si on vote pas, si les taux d'abstention continuent à frôler les 60% comme c'est aujourd'hui, on va se retrouver dans l'Union européenne, on se va retrouver dans l'OTAN et on va accélérer sur ce chemin vers le totalitarisme dont on a parlé tout à l'heure. Une deuxième chose que vous avez dite, c'est sur le fait que les politiciens défendent plus les intérêts du peuple, Bercet au Conseil de l'Europe, etc. C'est l'argument de médiocrité. C'est dire qu'ils veulent faire leur cocktail à New York, Washington, Londres et Bruxelles. Ce sont des Thomas Diafoirus. Ils veulent participer au cocktail et c'est pour ça qu'ils défendent plus les intérêts du peuple. Et c'est certainement une grande partie de l'explication. Mais est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas aussi une aspiration supérieure vous savez que chez Essential News, on aime bien examiner les théories du complot, parfois pour les réfuter, parfois pour chercher à les corroborer ou à les affirmer, mais on renonce pas à examiner toutes les idées. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas une aspiration supérieure qui souhaite se débarrasser de ce contre-exemple qu'est la Suisse? On va quand même rappeler que la Suisse, c'est 8 millions d'habitants, 26 États qui sont fiscalement autonomes ou à peu près autonomes, un pays qui n'a aucune ressource naturelle et qui pourtant a un excédent commercial avec le monde et avec la Chine. La Chine qui est l'usine du monde, qui est l'atelier du monde, la Suisse qui a encore un excédent commercial avec la Chine, alors qu'elle n'a aucune ressource naturelle, c'est extraordinaire. Si les Français comprenaient que chacun de leurs 100 départements pouvait être souverain comme un canton suisse et que ce serait de loin le pays le plus prospère du monde, s'ils arrivaient à dissoudre, à abolir cet État pléthorique central et à décentraliser le pouvoir, donc ce contre-exemple-là, cette épine dans le pied que le système collectiviste mondial a encore, est-ce que vous n'envisagez pas qu'il puisse y avoir également une volonté délibérée de détruire ce système de subsidiarité, de décentralisation, de limited government, comme disent les Américains? C'est un peu à petite échelle ce à quoi les États-Unis auraient dû ressembler s'ils n'avaient pas eu une guerre civile, s'ils n'avaient pas commis des erreurs historiques. Quel est le crédit que vous donnez à cette idée-là, qu'il puisse y avoir une intention délibérée de détruire le système politique, la prospérité et la liberté relative qui existe en Suisse? Je suis obligée de donner beaucoup de crédit à ce que vous dites, effectivement. Je pense que l'Union européenne déteste la Suisse. Et quand vous dites qu'ils voient ça comme une épine dans le pied, effectivement, la Suisse, elle est détestée. Elle est détestée parce qu'en fait, c'est quand même encore le seul pays en Europe qui peut dire non, où le peuple peut réellement dire non. Donc vous voyez bien, je vous ai expliqué tout à l'heure comment on pouvait détourner avec les bilatérales, comment il était possible de détourner les institutions suisses. C'est une manière de détruire la Suisse, petit à petit. De nouveau, petit morceau par petit morceau. Alors déjà, nous, on se débrouille bien avec tout ce qu'on met en place en Suisse, hein, et les Suisses marchent dans la combine. Donc voilà. Mais c'est encore le seul pays en Europe qui peut dire non. Il peut faire un arrêt, dire maintenant stop. Stop au bilatéral, stop à tout ça. On aurait pu dire stop à l'union, à l'identité numérique. On aurait pu dire stop, nous, on inscrit le cash dans la Constitution, etc., etc. On pourrait dire non, on ne change pas la loi sur les épidémies. Et nous, si jamais il y a une pandémie, ben on fera comme on a décidé de faire. Mais c'est pas ce qui est en train de se passer. Si on veut pouvoir consommer des choses de l'ordre du désir, en fait, il faut de l'argent. Voilà. L'argent est un très bon mécanisme d'échange pour ça. L'argent est problématique dans le monde économique dans lequel on vit parce qu'il permet une asymétrie des pouvoirs et une grande pauvreté en sous-payant des gens le plus possible. Mais une fois qu'on est sorti de ce paradigme en donnant l'accès aux nécessités du quotidien, l'argent n'est plus un problème parce qu'en fait, il est là pour combler en fait les besoins du marché, quoi. L'offre et la demande de biens et de services. Alors du coup, je reformule peut-être ma question.
si on prend le cas des médecins, le cas des enseignants, qui, qui leur donne leur salaire? Il y a bien un État derrière, il y a bien un président peut-être, non? Où on change complètement de système politique, de système étatique. Bah, alors il y aurait un État comme aujourd'hui, alors, qui serait différent, mais il y a un État qui nous paye, hein. Il y a un État qui paye les infirmières, il y a un État qui paye les médecins, il y a un État qui paye les pompiers, les gendarmes, et puis ça marche plutôt bien, hein. On peut pas, enfin, s'il était bien géré, mais en tout cas sur le fait de payer, ça marche bien, quoi. Après, moi je ne vois pas un modèle, je vois un modèle qui est beaucoup plus démocratique où on sort du paradigme où il y aurait un président, un gouvernement, etc. Je suis plus pour le modèle d'Étienne Chouard des assemblées citoyennes au niveau local et fédéral. C'est-à-dire qu'on redonne vraiment le droit au peuple. On met en place un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, voilà, où les gens peuvent vraiment prendre des décisions, et puis où on a une assemblée avec des tirages au sort renouvelés par tiers, où les gens peuvent se contrôler entre guillemets entre eux et se révoquer entre eux. C'est-à-dire que si quelqu'un est corrompu, si quelqu'un fait preuve de mauvaises actions pour la société, s'il est criminel, etc., il peut être révoqué de sa fonction. C'est-à-dire que les personnels s'intercontrôlent les uns les autres, ce qui est totalement l'inverse d'un système pyramidal avec un seul président. Et on prend des gens de la société civile, donc avec des systèmes de tirage au sort, comme le propose Étienne Chouard. Je pense que vous pouvez aller voir des émissions d'Étienne Chouard sur YouTube, ou Jacques Testard aussi qui proposait ça. Il rentre beaucoup plus dans les détails que moi ce que je fais, mais je trouve son modèle en tout cas très intelligent. Alors, on connaît bien Étienne Chouard, hein, parce que moi, je l'ai déjà invité, et c'est vrai que les gens qui nous regardent, en fait, sont très à même de regarder toutes les solutions proposées, alternatives et tout. Mais c'est vrai que ça fait un moment, alors qu'on nous parle du RIC, mais on voit pas les choses avancer. On est à la prochaine échéance électorale présidentielle, d'ailleurs, en 2027, et, et finalement, les choses ne changent pas. En même temps, on a parlé de l'intelligence artificielle. On voit qu'il y a de plus en plus de métiers qui sont en train de disparaître, et ça c'est une réalité, parce que moi, autour de moi, je vois que des gens commencent à s'inquiéter, en fait, que ce soit par exemple des web designers, des dessinateurs, enfin il y a tout un tas de métiers qui commencent à tendre à disparaître, en tout cas à perdre aussi des marchés. Euh, alors, comment on peut finalement changer de paradigme concrètement? Parce que là, je pense que chacun d'entre nous a quand même un rôle à jouer. Le RIC, c'est bien d'en parler, mais on voit que concrètement, les gens n'ont pas encore suffisamment, ne sont pas enclins en réalité à passer à l'action. Que ce soit sur le RIC, que ce soit sur d'autres choses, parce que moi j'ai reçu aussi Valérie Bugot, par exemple, avec Révolu Droit, qui elle parle plus de collectifs au sein de métiers, et qui veut remettre au goût du jour les corporations. Voilà, on voit que les gens finalement sont très inertes, hein. Ils sont, voilà, ça bouge pas beaucoup. Donc pour arriver à un modèle là que vous proposez, hein. Alors, de deux choses l'une, je pense que mon modèle, en tout cas, enfin, les gens se poseront la question, même les politiques, parce qu'en fait, ils verront d'eux-mêmes que les métiers disparaissent, pardon. Donc, en fait, de facto, il y aura une réaction, parce que si le chômage monte à 30, 40, 50 et 75% in fine, je pense qu'il y aura une réaction du monde politique, et ça, il n'y aura même pas besoin d'attendre une réaction du peuple pour que ça arrive. Maintenant, sur l'inertie du monde politique dans lequel on vit, malheureusement, on a des institutions qui sont totalement corrompues, avec un monopole de la violence étatique, hein. On l'a vu pendant les Gilets jaunes, on avait la revendication du RIC qui était partout. On a même vu le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, qui a dit oui, que ça pouvait être une bonne idée, effectivement, mais c'était un petit peu de l'hypocrisie, parce qu'il savait très bien qu'il fallait surtout pas le mettre en place. En fait, il flippait au max. Macron, il flippait au max. Il avait préparé son hélicoptère pour sortir de l'Élysée parce que les Gilets jaunes étaient à leur porte. Et en fait, ils veulent surtout pas qu'il y ait le RIC. Parce que si demain il y a le RIC, ils perdent leur pouvoir.
Les Bibi Files, imaginez, plus de 1000 heures d'interrogatoires policiers secrets de Benjamin Netanyahou, des vidéos fuitées que le pouvoir israélien a tout fait pour enterrer. Tucker Carlson diffuse les dossiers Bibi, un documentaire interdit en Israël. Pourquoi une telle peur? Parce qu'il révèle un homme mesquin, corrompu et terrifié, prêt à tout pour garder le pouvoir. Accrochez-vous, parce que ce que vous allez entendre va vous foutre la rage. Regardez-le face aux enquêteurs, Netanyahou nie tout. Il crie que c'est absurde, que ce sont des mensonges, qu'il ne se souvient de rien. Il tape du poing sur la table, il joue l'indigné. Sa femme Sarah exige des cadeaux sans fin, cigares cubains de luxe, champagne, bijoux hors pair. Le producteur hollywoodien Arnon Milchan arrose généreusement. Et Myriam Adelson, la milliardaire israélo-américaine grande donatrice, quand on lui demande la nature de sa relation avec Bibi pendant l'enquête, que puis-je dire? Si ça sort, je suis morte. Boum! Un roi qui échange son influence contre des valises de cadeaux, de la petite corruption, oui, mais ce n'est que le sommet de l'iceberg. Le vrai scandale, celui qui fait exploser le net. Pendant des années, le gouvernement de Netanyahou n'a pas seulement fermé les yeux sur les transferts qataris vers Gaza, il en a été le complice actif, voire l'architecte. Dès 2018 et jusqu'à la veille du 7 octobre 2023, le Qatar a versé entre 15 et 35 millions de dollars par mois à Gaza, pas en virement discret, non, en liasses de billets, transportés dans des valises acheminées via le point de passage de Rafah sous escorte israélienne. Des agents du Shin Bet accompagnaient même les émissaires qataris jusqu'au bureau du Hamas. Officiellement, c'était pour éviter l'effondrement humanitaire pour payer les salaires. En réalité, une partie de cet argent a financé les armes qui se sont retournées contre Israël. Des enquêtes du New York Times et de CNN l'ont confirmé. Des fonds ont été détournés vers la branche militaire du Hamas. Netanyahou avait une priorité claire, affaiblir l'autorité palestinienne en Cisjordanie, dirigée par le Fatah, pour tuer dans l'œuf toute l'idée d'État palestinien unifié. Un haut responsable israélien résumait en 2019 « Qui veut un État palestinien? Nous voulons un Hamas fort à Gaza et un Fatah faible en Cisjordanie. » Netanyahou assumait cette ligne. Il présentait l'argent qatari comme un outil de gestion de tension. Plus d'1 milliard de dollars ont transité entre 2018 et 2023. Plus d'insécurité, plus de justification militaire, tu comprends. Netanyahou devient un pyromane en costume-cravate. Dans les réunions sécuritaires, il utilisait une métaphore glaçante. Je règle la hauteur des flammes. Autrement dit, Israël dosait savamment le soutien du Hamas pour éviter une explosion immédiate, tout en préparant le terrain pour une guerre future. Les avertissements des services de renseignement israéliens répétés année après année sont restés lettres mortes. Pire, un mois avant le 7 octobre, alors que les alarmes sonnaient partout, Israël demandait au Qatar d'augmenter ses versements à Gaza. Résultat, une branche militaire du Hamas dopée aux stéroïdes financiers et une attaque d'une violence inouïe. Un ancien conseiller se justifiait aujourd'hui. Nous savions que cet argent servirait à acheter des armes, mais la priorité était d'éviter un effondrement humanitaire.